Bonjour tout le monde. Je me présente Francis Caro, je suis enseignant au département de philosophie ici. Je vais animer cette discussion-là avec le philosophe Georges Leroux. C'est très touchant pour moi d'être ici, de l'accueillir. C'était mon directeur de maîtrise et de doctorat à l'Université du Québec à Montréal. Donc c'est un grand ami à moi, puis je suis content qu'il puisse venir discuter avec mes étudiants ici du cours d'éthique, le 3e cours de philosophie, problèmes éthiques et politiques contemporains. Avant de vous présenter notre invité, je vous présente mes étudiants. Il y a Marjorie Veillet-Drapeau, étudiante en histoire et civilisation. Elle a l'air très heureuse, très intimidée. C'est assez intimidant, j'avoue. Vous êtes très nombreux. Alexandre Bourgoin-Boivin, en technique d'analyse biomédicale. J'ai aussi Ismaël Benyetou en sciences humaines à mes côtés. Mike Gendron en arts et lettres. Et Ruby Lantier-Théberge aussi en technique d'analyse biomédicale. Georges Leroux est, comme je l'ai mentionné tantôt, professeur émérite de l'Université du Québec à Montréal, donc spécialiste de philosophie ancienne, spécialiste de Platon. Il a notamment traduit pour Garnier Flammarion La République. Il vient nous parler aujourd'hui de son dernier ouvrage, Différence et liberté, enjeux actuels de l'éducation au pluralisme. Et il s'intéresse depuis quelques années à des questions de philosophie publique, des questions qui touchent autour de la laïcité, de l'éducation. Il a été membre du comité conseil de la Commission sur les pratiques d'accommodement raisonnable reliées aux différences culturelles, et aussi il a travaillé à l'élaboration du programme d'éthique et culture religieuse dont il est question dans cet ouvrage. On va procéder en, disons, quatre temps, c'est-à-dire on va d'abord accueillir notre invité qui va nous présenter, une dizaine de minutes, les propos de son livre. Par la suite, on va échanger. Les étudiants ont travaillé, ont lu l'ouvrage ces derniers jours et ont préparé des questions, donc on va discuter. Et puis, on va essayer d'accorder des questions de la part du public, peut-être un petit 10 minutes à la fin, donc pour meubler cette heure qui devrait passer très, très vite. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Georges Leroux. Alors, merci beaucoup, Francis, de m'accueillir si amicalement. Je vous salue tous, donc je suis très heureux d'être ici. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que je viens dans votre collège. Alors, je suis toujours content de revenir. Alors donc, Francis m'a demandé de présenter en quelques minutes le propos de mon travail. Alors d'abord, je ferai un petit rappel historique très rapide pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi ce dossier. Vous savez que jusqu'en juin 2005, donc c'est une date assez récente, ça fait à peine 11 ans, le Québec avait encore un système confessionnel d'éducation. Ça signifie que la confession catholique et la confession protestante avaient la liberté, même si c'était accordé en vertu d'une clause dérogatoire, de maintenir dans l'école le mandat confié par les évêques, par les assemblées protestantes, de l'enseignement de leur foi, de la confession religieuse. En juin 2005, suite aux travaux d'un groupe très important, piloté par un professeur de l'Université de Montréal qui s'appelle Jean-Pierre Proulx, où a travaillé aussi dans ce groupe mon collègue philosophe Daniel Weinstock, la place de la religion à l'école. C'était donc le titre de leur rapport, c'était le mandat de leur comité. Quelle place faut-il faire dans nos écoles à la religion? La ministre de l'époque, Madame Pauline Marois, a déconfessionnaliser entièrement non seulement les commissions scolaires, parce que c'est fait de manière progressive, mais aussi l'enseignement. Et donc, ça a libéré évidemment un espace important. Et en juin 2005, le gouvernement avait changé. Ce n'était plus Mme Marois, c'était le ministre libéral Jean-Marc Fournier. Et c'est lui qui a fait la déclaration officielle de la déconfessionnalisation, c'est-à-dire de l'abandon du recours aux clauses dérogatoires, et qui a annoncé du même coup, je le rappelais à Francis tout à l'heure, on était soufflé, on n'en revenait pas qu'il le fasse
tout de suite comme ça la création, la mise sur pied d'un programme universel, c'est-à-dire dans toutes les écoles du Québec, privées et publiques, et en même temps dans tous les niveaux de la scolarisation, primaire et secondaire, sauf secondaire 3, d'un programme donc d'éthique et de culture religieuse. Alors ça, c'est l'histoire de ce programme. Alors moi, je m'étais personnellement beaucoup impliqué dans le débat sur la déconfessionnalisation. J'étais un partisan de la déconfessionnalisation. Il y avait beaucoup d'opposition. Il y avait l'Association des parents catholiques. Enfin, il y avait énormément de mouvements d'arrière-garde. Jean-Pierre Proulx, qui présidait la commission, a dit que c'était le débat le plus long et le plus difficile de toute l'histoire du Québec, que d'accepter, en d'autres mots, que nos écoles deviennent non confessionnelles. Alors moi, je m'étais impliqué dans cette affaire assez sérieusement, et donc c'est à cette occasion-là que j'ai accepté de travailler dans le comité qui a mis sur pied le programme. Alors, j'en ai fini de mes petites remarques préliminaires. Alors, je voudrais présenter donc mon travail à ce stade-ci à partir de 2 réflexions que je mène dans le moment. C'est-à-dire que je vais devoir prendre un peu pour acquis que vous connaissez au moins un peu le programme. Pas dans le détail, ce n'est pas nécessaire, mais un petit peu. Et je vois donc 2 pistes de réflexion très importantes qui s'ouvrent à nous. Ça va faire en 2018, je commence par la première, ça va faire en 2018 10 ans que le programme est implanté. C'est en septembre 2008 que les 5 ou 6 000 écoles du Québec ont accueilli ce programme. Et donc, dans 10 ans, toute la cohorte aura été représentée. L'enfant qui entre en première année du primaire aura suivi les 6 années du primaire puis les 4 années du secondaire. Ça fait 10. On pourra voir, en gros, si on peut évaluer le programme. Alors, la première question que je soulève dans ce livre, c'est en gros la suivante. Et je vais donner tout de suite ma réponse à cette question, c'est est-ce que le programme est bien orienté? C'est-à-dire que est-ce que ces compétences fondamentales sont correctement définies et ciblées? Alors, quelles sont ces compétences? Le programme vise 3 choses. 1, le développement d'une réflexion éthique. Alors, ce n'est pas un programme de morale. Ça ne dit pas aux enfants quoi penser, ça leur dit au contraire quels instruments de pensée sont nécessaires et à leur disposition pour parvenir à réfléchir sur des principes de leur action. Je donnerai peut-être un exemple si j'ai le temps. Ça, c'est la première compétence, la réflexion éthique. La deuxième compétence, c'est la compréhension du phénomène religieux. Alors, le phénomène religieux, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment l'ensemble des pratiques normatives des religions, croyances et pratiques rituelles, cultes, tout ce qu'on voudra, mais avec une échelle de préférence. Le législateur a dit aux enseignants, vous êtes peut-être intéressés par le bouddhisme ou par autre chose, mais il faut savoir que le Québec a une tradition historique d'attachement au christianisme, donc le christianisme figure en priorité 1. Deuxièmement, il a des sources bibliques juives, et donc le judaïsme figure en priorité 2. Et là, il y a eu un grand coup qui a été porté, extraordinaire. En priorité 3 apparaissent les spiritualités amérindiennes, c'est-à-dire les croyances et rituels autochtones. Alors ça, c'est du nouveau extraordinaire. Bon. Alors, la grande question, c'est, une fois qu'on a vu ces 3 grandes compétences, j'arrive à la 3e, éthique, compréhension du phénomène religieux. La 3e, c'est le dialogue, l'apprentissage du dialogue. Une fois qu'on a vu ces 3 grandes compétences, la question, c'est est-ce qu'on peut les unifier? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut développer à leur sujet une philosophie publique de l'éducation normative dans notre société?
allez dire, qu'est-ce que c'est l'éducation normative? Eh bien, moi, j'utilise une expression qui me vient de la philosophie contemporaine. La normativité, c'est essentiellement ce qui n'est pas de l'ordre des faits. C'est de l'ordre des croyances, des opinions, et ainsi de suite. C'est quand on veut dire à quelqu'un, tu devrais faire ça, on ne lui dit pas un calcul, 2 plus 2 égale 4, on tente de lui donner des raisons pour lesquelles il devrait agir de telle ou telle manière, ou politiquement choisir telle avenue, et ainsi de suite. Le domaine normatif, c'est le problème central. Pour mon premier point, le domaine normatif est très complexe. Et dans l'école, appelons-la ancienne ou antérieure, le normatif était assumé quasi totalement par la religion. Ce sont les églises qui disaient aux élèves quoi penser de l'avortement, de ceci, de cela, de tous les problèmes moraux, pour ne rien dire, bien entendu, des croyances spécifiques à chaque confession religieuse. Bon. Cet aspect de l'éducation normative a complètement donc reflué. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un ensemble très complexe et pluriel, diversifié, profondément interculturel, de croyances, de pratiques, de rites et ainsi de suite. Et les jeunes que nous accueillons dans nos écoles dès la première année du primaire ont donc accès à un type de connaissance qui vient remplacer la connaissance religieuse antérieure et dans certains cas, bien entendu, de l'enseignement moral, mais je passe par-dessus cette fourchette qui s'est établie durant les dernières années. Moi, j'ai été témoin de ça pour mes propres enfants. J'ai vu que pour ma fille aînée, par exemple, il n'y avait rien d'autre que l'enseignement religieux, mais pour les deux autres, j'avais le choix entre l'enseignement religieux et l'enseignement moral. Bon, alors, qu'est-ce qu'une société peut faire, c'est la question, pour calibrer le mieux possible la composante normative de l'éducation? Alors, rapidement, on va regarder quelques options. On peut regarder la France, on peut regarder les États-Unis, le Canada, qui font en gros la même chose, et nous. Bon. Quand nous regardons la France, qui actuellement traverse une période de mutation extraordinaire suite aux graves difficultés que la France traverse dans l'intégration des minorités, en particulier arabo-musulmanes, le ministre de l'Éducation nationale a implanté, maintenant, c'est cette année, un nouveau programme d'éducation civique et morale. Éducation civique et morale, ECM. Et dans le programme d'éducation civique et morale, il y a une passerelle avec la connaissance non confessionnelle, c'est-à-dire culturelle, du fait religieux qui se donne dans le cours Histoire et géographie. La France, évidemment, jouit d'une tradition républicaine, c'est-à-dire qu'elle a l'héritage d'une philosophie publique unifiée. Quand tu es français, d'où que tu viennes, qui que tu sois, quelle que soit ta langue d'origine, eh bien, c'est cette tradition qui t'est transmise sur le plan normatif, les valeurs républicaines. Bon. Si on compare avec l'Allemagne, c'est un choc pour nous. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Scandinavie, le Danemark, tous ces pays sont à l'extrême opposé. Dans l'école publique, pas privée, dans ces pays-là, il y a autant de professeurs de confessions religieuses diverses et d'enseignements moraux divers qu'il y a d'élèves qui le justifient. Récemment, par exemple, on a vu plusieurs provinces allemandes, les fameux Länder, appliquer des nouveaux quotas pour les professeurs musulmans, c'est-à-dire la transmission de la religion musulmane à l'école et pas seulement à la mosquée. Bon, ça peut surprendre, mais c'est une vieille tradition en Allemagne, autant catholique que protestante. Les religions ont leur place dans l'école et les professeurs de ces religions-là sont payés par l'État, ce qui est très surprenant pour nous, évidemment. Bon. Un autre exemple, je ne peux pas les donner tous parce que je manque de temps, bien sûr, c'est les États-Unis. Les États-Unis n'ont aucune philosophie publique de l'éducation normative unifiée. Ça veut dire qu'il n'y a personne aux États-Unis qui cherche à imposer
même dans un État, l'Alabama ou l'Ohio, un système particulier, c'est la compétition des écoles, même publiques. Alors, si vous étudiez ce sujet, je l'ai fait, j'ai été surpris, pour ne pas dire sidéré, de voir l'extraordinaire prolifération de programmes normatifs selon les régions, selon les villes, selon les États. Il y a toutes sortes de choses qui se passent aux États-Unis pour faire l'éducation normative. Alors, je suis toujours dans mon premier point. Est-ce que nos orientations sont bonnes? Pourquoi au Québec, on n'a pas choisi, par exemple, le modèle allemand ou le modèle des Pays-Bas, etc.? Ce modèle-là, nous l'appelons dans notre langage à nous communautarien, c'est-à-dire un modèle qui respecte la volonté de la communauté de donner à ses enfants, etc. Bon. D'abord, n'oubliez pas une chose, c'est que notre Charte des droits et libertés du Québec, à son article 41, donnait le droit aux parents d'exiger de l'école qu'elle donne l'enseignement confessionnel à ses enfants. Nous avons, le Québec a, plus exactement, mais j'ai collaboré à ça beaucoup, nous avons supprimé l'article 41 de la Charte des droits et libertés. Pourquoi? Parce qu'il entrait directement en contradiction avec le modèle unifié d'un programme d'éthique et culture religieuse universel. Tout le monde doit recevoir la même éducation. Pourquoi? Eh bien, ça ne va pas vous surprendre, après les travaux de la commission Bouchard, Taylor et d'autres, c'est que nous avons pensé, le groupe, parce qu'on était quand même assez nombreux, nous avons pensé que l'objectif pour une société du vivre ensemble repose d'abord et avant tout sur l'accès à une culture publique commune. C'est le concept fondateur du programme éthique et culture religieuse. Une culture publique commune. Comment donner à nos jeunes une culture publique commune si, quand ils entrent dans l'école, le mercredi après-midi, ils vont tantôt chez le pasteur, tantôt chez l'imam, tantôt, etc., et qu'ils n'ont pas la réflexion morale ensemble, c'est-à-dire le cours d'éthique où ils discutent de leurs options, de leurs convictions relativement aux normes. Alors, vous voyez que le Québec a choisi une voie qui est plus politique que d'autres. Le Québec a choisi une voie qui n'est pas communautarienne, qui n'est pas le free-for-all, excusez l'anglais, du marché américain on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut, et surtout ce qu'on a l'argent de vendre pour recruter dans nos écoles, parce que c'est beaucoup comme ça que ça marche. Si vous venez chez nous, dit l'école Steiner, vos enfants vont avoir le sens de la coopération. Si vous venez chez nous, disent, vous comprenez, c'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Alors, donc, ici, nous avons choisi un modèle unifié et nous avons conservé ces trois compétences en étant d'avis que l'éthique est indispensable, la connaissance du phénomène religieux est indispensable et les mécanismes du dialogue démocratique sont indispensables. Donc, ça, c'est la cohérence que nous poursuivons. Actuellement, ne nous mettons pas la tête dans le sable, la question de la culture religieuse suscite beaucoup d'objections chez les militants qu'on pourrait appeler laïcs ou laïcistes, qui ne veulent pas que même le mot de religion soit mentionné dans l'école. Est-ce que c'est une objection qu'on peut recevoir? Personnellement, je pense que c'est se mettre la tête dans le sable de l'autre côté. Les religions sont partout, il faut les connaître, il faut savoir ce que c'est. Un élève aujourd'hui qui ne connaît pas la différence entre chiisme et sunnisme, peut-il comprendre quelque chose à ce qui se passe à Mossoul à l'heure où on se parle? Vous comprenez? Il faut connaître les religions, il faut connaître nos traditions, et il n'y a pas de raison de les bannir de l'école. Mais ça, c'est un grand débat. Alors, j'en ai terminé de mon premier point. Je passe au deuxième, peut-être un peu plus rapidement, parce que Francis va me prévenir quand mon temps va être écoulé. Enfin, je compte sur lui pour ça. Le deuxième point. Le deuxième point vous concerne, c'est-à-dire concerne les cégeps. Il se trouve que, ça ne va pas vous étonner, les cégeps, depuis leur fondation, ont inclus dans la maquette de tous les programmes un dispositif qui s'appelle la formation générale. Dans la formation générale, commune à tous les élèves, de tous les programmes et de toutes les cohortes préuniversitaires ou techniques, il y a la philosophie,
le français ou la littérature, l'éducation physique et l'anglais. Bon. Nous luttons encore aujourd'hui pour que cette formation générale ne soit pas attaquée. Et cet été, la ministre de l'Éducation, Mme Hélène David, nous a fait une surprise. Le 12 juillet, elle a fait paraître dans Le Devoir un article disant « Vous inquiétez pas, je ne vais pas y toucher ». Mais il y en a beaucoup parmi vous, j'entends parmi les personnes qui sont sur le terrain dans les cégeps, qui demeurent méfiants, qui ont peur, en d'autres mots, que la mixité, la fluidité, l'économisme ambiant, le libéralisme, en fait, tout ce qu'on voudra, servent d'argument pour que la formation générale soit touchée. Vous allez dire, quel est le rapport avec ECR? Eh bien, le rapport avec ECR est immédiat. Il est direct. Si j'avais ici un petit tableau noir ou une petite tablette, mais vous pouvez le dessiner facilement par vous-même, je vous dessinerais la pyramide verticale de l'éducation normative au Québec. Quand l'enfant entre en première année de maternelle, on lui soumet des connaissances du fait religieux, on discute avec lui de questions comme qu'est-ce que la justice, est-ce que la solidarité est préférable comme idéal dans la vie au respect du mérite? Toutes ces questions-là sont dans le programme. Qu'est-ce que l'amitié, qu'est-ce que, bon, etc. Et finalement, on dit, mais quand tu discutes avec les autres, peut-être il faut respecter un certain nombre de principes. Et qu'est-ce qu'on introduit là? Tout un paquet de règles, de logique informelle héritées de la philosophie. Or, dessiner cette pyramide, en mettant la pointe en haut, bien sûr, cette pyramide conduit jusqu'au cégep et elle l'inclut. Nous avons, en d'autres mots, une continuité normative dans le système d'éducation qui relie ECR aux 4 cours de philosophie, aux 3 cours et 3 quarts, je ne sais pas combien, qu'il y a dans nos collèges. L'éducation normative, dit autrement, touche tous les aspects de notre système d'éducation et cette dynamique interne, elle est continue. C'est le résultat d'une philosophie publique. Vous allez dire, est-ce que c'est intéressant? Eh bien, je vous propose une rapide comparaison sur le même modèle que celle que j'ai proposée dans mon premier point. Saviez-vous que, par exemple, dans la plupart des pays d'Europe, il n'y a pas d'enseignement de la philosophie dans les lycées? L'exception notable, c'est la France. Et la France, dans la dernière année de son lycée, qui s'appelle la terminale, elle propose un parcours différent selon les filières dans lesquelles vous êtes. Si vous êtes un scientifique, faites de la biologie, etc., vous allez avoir plus de philosophie, car l'épistémologie les intéresse beaucoup. Mais si vous faites un bac C ou un bac de technique, etc., là, ils ont beaucoup de filières, comme nous d'ailleurs, eh bien, vous en aurez, dans certains cas, quasi pas. Vous aurez peut-être 1 heure par semaine. Dans les filières littéraires et scientifiques, c'est 7 heures par semaine de philosophie en France. Mais c'est une exception. En Allemagne, il n'y a pas 1 heure de philosophie. Ça veut dire le pays de la philosophie, le pays de Fichte et de Kant n'enseigne pas la philosophie? Non. C'est comme ça. Il n'y en a pas. Une autre exception, à un degré un peu moindre, c'est l'Italie qui enseigne la philosophie. Mais tous les autres pays, j'ai fait le survol, vous trouvez ça d'ailleurs dans plusieurs livres, ces études-là sont très bien menées aujourd'hui, en particulier par l'UNESCO, parce que l'UNESCO a souci que la philosophie soit enseignée, car elle forme des citoyens qui sont plus démocratiques que d'autres. Aussitôt qu'un régime totalitaire se met en place, qu'est-ce qu'il fait? Son premier geste, il supprime l'enseignement de la philo. Bon, alors, c'est assez net. Donc, la grande question pour nous, c'est vraiment la question de mon deuxième point, c'est quels sont nos arguments aujourd'hui pour maintenir cette pyramide normative, la solidifier, la nourrir. J'ai connaissance, par exemple, que le Cégep Montmorency, en collaboration avec le vôtre ici, le Cégep de Rosemont et d'autres, organise depuis l'année dernière une activité qui s'appelle Interordre. Les 2 dernières années du secondaire, les étudiants de ECR sont jumelés avec des étudiants de philosophie de la première année du cégep. Pour faire quoi? Pour discuter de problèmes relatifs à l'état de notre démocratie. À l'état de notre démocratie. Si on ne veut pas de Trump ici, ça prend des moyens. Alors, il faut s'en occuper. Je dis ça à la rigolade parce que ce soir, je sais que c'est le dernier débat que vous allez regarder, bien sûr. Alors, donc, nous avons ici
je dirais, des initiatives nouvelles, des expérimentations pour aller dans cette direction. Alors, donc, je termine cet exposé trop court en récapitulant rapidement. Il y a deux graves questions dans le moment. Est-ce qu'on peut évaluer notre programme ECR après 10 ans? Il le faut, et il faut évaluer sa cohérence. Il faut évaluer, est-ce qu'on atteint nos objectifs d'un programme par compétence? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on devrait faire des passes au programme d'histoire et éducation à la citoyenneté pour décrocher éducation à la citoyenneté du programme d'histoire? Ça paraît difficile, c'est un autre sujet. Deuxième question, comment défendre la richesse de l'éducation au pluralisme, richesse normative qui, donc, parcourt tout notre système d'éducation, du primaire jusqu'au cégep. Voilà. J'ai certainement dépassé mon temps, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Merci.